Bonsoir à tous. Equinox Soir, la dernière de la semaine. L'élection présidentielle d'octobre 2018 est désormais derrière nous. Le 22 du même mois, le Conseil constitutionnel déclarait Paul Biya vainqueur et des félicitations commençaient à fuser des quatre coins de la planète. Parmi elles, celle de Emmanuel Macron, président de la République française. Le successeur de François Hollande n'a pas loupé l'occasion pour demander à Paul Biya de songer fortement au rajeunissement de la classe dirigeante, notamment par une présence on ne peut plus importante des jeunes dans la sphère de décision. Lors de la cérémonie de prestation des serments mardi dernier, Paul Biya, dans son discours inaugural du 6 novembre 2018, reconnaît avoir compris le désir de la jeunesse de mieux participer à la prise de décisions qui engagent l'avenir du Cameroun. Et il promet surtout d'en tenir compte. Septennat 2018-2025, Biya tiendra compte de la jeunesse. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. En 2018-2025, Biya tiendra compte de la jeunesse. Pour en parler, je suis avec Charles Elisan. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les autres co-panélistes, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. C'est un plaisir renouvelé d'être ici en tant que jeune pour un sujet aussi important que celui de la jeunesse, de la place de la jeunesse au cœur du prochain septennat qui commence avec le président Paul Biya. Justement, j'ai fait appel à vous parce que vous êtes le président de la section OJRDPC Vouri2. Le président du bureau de la section OJRDPC Vouri2. Merci. Voilà, merci d'avoir honoré le rendez-vous. Sur ce plateau également, Fa Elvis Tayan. Welcome, sir. Well, thank you very much. It's my pleasure always being on the platform here. I'll send special greetings to Dr. Thompson Kinge, who is the director of the regional hospital in Bamenda. Just like I'll be sending greetings to the front of Lenaleden village. It's in Melon. That's the newest village so far. And not forgetting special greetings to the government delegate to the Nkongsamba City Council, who is watching us right now. Ok, vous êtes analyste politique et surtout vous avez travaillé pour le candidat Franklin Defo. Very correct. Ok, merci d'être venu. Sur ce plateau également, Albert Anatole Haïssi. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir mes co-panélistes, bonsoir nombreux téléspectateurs de la télévision Equinox. J'ai ce soir une pensée émue pour mes confrères et mes consoeurs qui sont en bisbille actuellement avec la justice camerounaise. Ok, vous êtes journaliste, c'est bien cela? Tout à fait. Sur ce plateau, Donald Brice Kamgan, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir l'ensemble de nos panélistes du soir, bonsoir ceux qui prendront du plaisir, je l'espère, à nous écouter pour ces échanges. Voilà, vous êtes à la rédaction, journaliste à la rédaction centrale Equinox Télévision et Radio. Vous présentez la grande édition du 7h. J'ai l'honneur de le faire tous les matins, voilà, de lundi à vendredi. Sur Radio Equinox, Donald Brice Kamgan. Bienvenue. Merci. Je commence avec vous. C'est pas la première fois que le président, on va le dire, fait l'annonce. Je vais d'abord lire ceci dans son discours de mardi dernier. M'adressant maintenant à mes jeunes compatriotes, je voudrais vous dire de ne pas perdre espoir. J'ai compris votre aspiration profonde à des changements qui vous ouvrent les portes de l'avenir et permettent votre plein épanouissement. J'ai tout aussi compris votre désir de mieux participer à la prise de décisions qui engagent l'avenir de notre pays. J'en tiendrai compte en ayant à l'esprit que le Cameroun de demain se fera. C'est pas la première fois que le président fait un clin d'œil à la jeunesse de Donald Kamgan. Qu'est-ce qui peut amener les jeunes Camerounais aujourd'hui à croire en leur président? Écoutez, c'est une question assez complexe que vous me posez, mais disons que si vous prenez les discours du chef de l'État de 82 jusqu'en 2018, il est constant dans l'interpellation de la jeunesse. La jeunesse qui, au final, constitue l'essentiel de la population au Cameroun. Tenez-vous tranquille, c'est 75%
quand même pour les moins de 35 ans. C'est-à-dire que si vous laissez la jeunesse sur le bas-côté de la gouvernance, c'est bien, vous gouvernez finalement pour vous-même. La citation que vous reprenez, ces gens-là, on peut la reprendre dans les discours d'adresse à la jeunesse, on peut la reprendre à l'occasion du 20 mai, on peut la reprendre dans les discours bilan de fin d'année en 36 ans de gouvernance, on peut les retrouver, on les retrouve de toutes les façons constamment dans les adresses du chef de l'État à la nation tout entière et à la jeunesse plus précisément. Alors en 2018, quels sont les gages que cette main tendue, disons, sera implémentée? Écoutez, je ne vois pas de révolution qui s'est opérée entre-temps pour qu'on pense que il y a des choses nouvelles qui s'annoncent. De toutes les façons, attendons de voir ce qui sera fait. Mais on aura l'occasion de parler du logiciel de fonctionnement du système gouvernant pour se rendre compte finalement que c'est un groupe de personnes qui dirigent le plus souvent pour leurs intérêts, visiblement. Charles Elizan, Donabès Kangana semble ne pas croire en cette sortie. Il dit que c'est la même chose depuis 82. Il ne comprend pas que les choses puissent bouger pour ces septennats. Non, bon, je peux comprendre mon frère Donald Brice. Je peux le comprendre parce que je suis aussi un jeune et je suis interpellé parce que tant du parti au pouvoir, tenez-vous tranquille, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Mais quelque part, je pense aussi que la vie est un construit permanent. La vie est un construit permanent et autant vous réglez les problèmes, autant ils en naissent. Et c'est comme ça que depuis 82, je peux vous le dire, le président Paul Biya a placé la jeunesse au centre de ses prérogatives. Mais sauf qu'il faut qu'on comprenne que dans cet aspect des choses, c'est un ensemble de choses qui fera en sorte que cette jeunesse-là se sente intégrée, que cette jeunesse-là travaille comme il se doit, avec l'appui des aînés. Paul Biya représente là, c'est-à-dire, disons, la face visible de l'iceberg. Maintenant, il faut que cela se répercute à partir du sommet qui représente jusqu'au fond, à travers son gouvernement, à travers les élus locaux, à travers nous-mêmes les jeunes qui n'a cessé d'interpeller en nous demandant d'oser et de croire. Moi, je crois au président Paul Biya, je crois à ce qu'il a eu à faire, à la création de différents projets qui permettent à ce que les jeunes se sentent épanouis. Mais je dis, il y a un problème à régler. Ça vient à l'intérieur de notre parti. Ça vient aussi au niveau de ceux qui sont censés l'accompagner à animer cette jeunesse. Voilà le nœud du problème. Avec toute la volonté du monde, le président Paul Biya ne pourra pas faire ce qu'il a envie de faire pour nous si nous ne l'accompagnons pas. Non, on ne se limite pas à la jeunesse. Il n'a pas parlé à la jeunesse du RDPC. Non, je ne parle pas. Justement, il dit nous ne l'accompagnons pas, nous les jeunes. Oui, parce que vous avez évoqué le parti. Justement, je suis du parti. Oui. Non, il faut qu'on soit clair, frère Alain. Je suis du parti et c'est mon parti qui est au pouvoir. Oui. Donc, la jeunesse de mon parti doit être justement celle-là qui montre l'exemple au président de la République. Quoique au-delà du parti, de la jeunesse du parti, il s'adresse à tous les jeunes du pays. Donc, à partir du moment où nous... Bon, en clair, quels sont ceux qui sont en prison? C'est ceux qui sont mes camarades. Quels sont ceux qui sont chargés d'animer les projets des jeunes? Ce sont mes camarades. Donc, moi, en tant que jeune, président de section où j'interpelle ceux de nos camarades qui ont donc cette chance énorme de gérer la fortune publique pour le bien-être des jeunes. Et par là, ils accompagneront et ils aideront le président de la République dans cette tâche exaltante qu'il attend. C'est de ça qu'il s'agit, Serge. C'est-à-dire, avec toute la bonne volonté que le président de la République aura, il faut que nous, du parti, qui l'avons accompagné au pouvoir et les partis alliés, les donnent dans cette tâche. Et c'est pour ça que j'ai aimé quand il a dit « Je vous demande de m'aider ». Et là, il ne s'adressait pas aux jeunes du RDPC, il s'adressait à tous les Camerounais. Et il a dit principalement les jeunes « Je vous demande de m'accompagner ». Et nous sommes prêts à l'accompagner, tant est-il que nous devons nous-mêmes savoir ce que nous voulons. Frère Fils, le président, on va le dire comme ça, fait un clin d'œil, une fois de plus à la jeunesse. Vous y croyez, vous, cette fois-ci, pour ces septennats? Les choses peuvent évoluer, non? Well, peut changer, non? You know that each time we're on platform, I used to tell people that Cameroonians know those who are speaking the truth and those who are speaking water in their mouth.
Meaning that the issues of youth is not something we need to go and meet a medicine man or a talisman or a prophet of God to tell you about whether what the head of state is talking about youth is actually taking effect. It's but normal that since the head of state took up, in most of his speech, the speech he delivers from time to time, be it on 20 May or various occasions, the aspect of the jeunes and songs Avenue de Demain, it comes all the time. It is the normal speech. So it's not very strange. Like you hear my brother talking, it's true. The president recounts youths in his speech year in, year out, year in, year out. Now, what we should be asking ourselves is, the way the president speaks about the plight of youths and the manner in which the implementation takes place, does it really rhyme? The question is no. We understand a few years ago when we had African ministers of youth affairs in Cameroon. The oldest was Cameroon's minister of youth affairs. We had ministers from Tanzania, Botswana, some were 37 years old, some were 35 years old. Imagine you are a minister at 35 years old. Then look at the head of state. Head of state has been to governance. People see 36 years. That's 36 years as president. But he had been in, you understand, chargé de mission at the presidency before becoming Secretary General of the Presidency, rather, before becoming the Prime Minister and then coming up. So, head of state has been at the governance. And President Paul Biya in his early 30s had been into governance. You understand? On va évoquer ça. So what we look at it is now c'est prévu dans ce programme. Yeah. So what we look at it is that every time we come on platform, we keep on deceiving people. Oui. That is the bad thing where you see youths out there keep getting angry. Now, when I talk about aspects, to know whether a country takes youths at hand is when you look at the manner in which they move out of the country. Mm-hmm. I'm not hiding from you. Because if we have the oldest, the youngest minister should be 52 or 55 years old. Oui, oui. It's not normal. It's not. J'ai dit on en parle tout à l'heure. So, so generally, on the speech of the head of state, let me land now. Oui. Generally, on the speech of the head of state, it is true, it takes time to talk about the youth verbally. But in practical terms, youths are nowhere to be found in this government. Je vous pose la question. Si le président n'a pas fait un certain nombre de choses en 36 ans, good. Ça c'est un mandat. Vous pensez qu'il ne veut pas laisser quelque chose, une marque? Now, vous croyez que ça ne peut pas se faire? No, what is there is that it can be done. Voilà. Right? The question now is, can it be done in real terms as we think it can be done? It's a question. Oui. Now, if you look at the past time, for example, when I say youths are not even serious in the country, because even those who are in the ruling party, why do I say so? Now, you have foreign ministries that are given to youth, for example, National Civic Service Agency, for example. Those are not things, you don't call that the ministry, it's a sub-organization under the Ministry of Youth Affairs. Babouké, Oswald Babouké, les jeunes directeurs du cabinet civil, c'est pas léger. Yeah, no, it's true. When you look at it critically, we have National Civic Service Agency for Participation for Development. Oui. Those are the kind of things that we have. We have that they give to youth. National Youth Council, they give to youth. But these are not issues that youths. Le ministère de souveraineté aussi. That's what I'm saying. You are talking because youths can. This man is intelligent. This YCPDM Central President. Oui. He's intelligent. If you put him to the Minister of Finance, he will work. You put him to the Minister of Agriculture. We don't look at certain ministers and say no. Youth affairs, civic education, we give to youth. No. Youth should start taking the place. If we are the leaders of tomorrow, we should find a youth of about 38 years being prime minister of this country. Okay. That's when you know that the plight of youth. Je dis qu'on en parle. On va ouvrir le pan tout à l'heure sur l'âge. When we sit on platform, we say we defend certain things. It's not too good. It's not honest. Okay. Thank you. Albert Anatole là ici sur cette sortie du président dans son discours inaugural, mais les jeunes ne semblent plus croire au président parce qu'ils disent que ça a toujours été ça, mais ils ne voient rien. Mais écoutez, l'homme ne veut pas laisser quelque chose à la postérité. Mais écoutez, il faut d'abord déterminer qui est jeune. Parce qu'il y a un adage qui dit que nous sommes jeunes de 77 ans. Oui. Nous avons donc les jeunes de 77 ans. Donc, il faut donc d'abord déterminer qui est jeune et qui ne l'est pas. Bon, si nous devons aller dans, n'est-ce pas, la lignée des jeunes tels que à la limite d'âge du magistère, je veux dire, quand le président de la République a commencé à prendre ses fonctions de manière officielle, c'est-à-dire à 49 ans, oui, nous sommes d'accord. Bon, je pense qu'il y a un membre du gouvernement qui est entré au gouvernement, il avait à peine 38 ans, je crois que c'est M. Henri Yeba ici, qui est à peine 36 ans. Depuis n'est-ce pas, cette époque-là, depuis il est parti, il est revenu. Il est parti de revenu, mais depuis cette époque-là, on n'a plus vu un jeune qui entre au gouvernement ou bien à qui on accorde, n'est-ce pas, un poste important à la haute administration à cet âge. Oui.
peut-être en dehors, exception faite. Peut-être Non, j'ai dit qu'on va parler de l'âge après. Restons sur la sortie du président. Maintenant, donc, si nous sommes d'accord que... Pourquoi les jeunes doutent? Non, les jeunes doutent. Et ont raison de douter. Oui. Parce Pourquoi que donc? nous sommes... parce que jusqu'ici, nous avons eu affaire à un bon théoricien qu'à un bon praticien. Oui, voilà. Ça, c'est important de le préciser. Donc, lorsqu'on regarde le quota des jeunes qui sont au gouvernement ou bien qui sont dans la haute administration, vous allez constater que le nombre est très chiche. Malheureusement, très très maigre, si vous voulez. Je pense donc que... La gérontocratie dicte sa loi, les gérontocrates, ils dictent leur loi, là? Absolument, je pense que c'est la gérontocratie qui gère le pays. Il faut pas, n'ayons pas peur des mots, c'est la gérontocratie qui gère le pays. Et c'est pour une raison simple. Vous avez des réseaux, parce que le président ne peut nommer que les gens qu'il connaît, ou bien les gens qui connaissent les gens qui doivent nommer. Ça veut dire les jeunes ne sont pas dans les réseaux? J'ai le sentiment que les jeunes qu'on doit pouvoir nommer, la preuve, nous avons un secrétaire d'État à la défense, en chef de la gendarmerie, qui est jeune. Mais il a fallu qu'il soit le fils d'eux pour qu'il soit certainement à ce poste. Non, est-ce que ça enlève les qualités à Galax? Non, je veux dire, non, il faut quand même qu'à un moment donné, qu'on ait aussi à voir... Est-ce que ça enlève la valeur intrinsèque à Galax? On a aussi besoin des anonymes, c'est-à-dire des enfants des prolétaires, c'est-à-dire de vous et moi. C'est-à-dire que des enfants des prolétaires, des gens qu'on ne connaît pas, qui n'ont pas X ou Y quelque part, qui a eu à servir soit l'ancien régime ou l'actuel. Ça aussi c'est important, on en a besoin aussi. Non, je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'il est possible, c'est la question fondamentale, est-ce qu'il est possible que, en l'état, dans son actuel septennat, le président septennat, que le président de la République puisse aller chercher, n'est-ce pas, un jeune anonyme en Tarikon qui ne connaît ni Deni Dadam, M. Frundi ou M. Joshua aussi, pour être nommé à un poste important. J'ai envie de le voir. Ça, c'est mon rêve, de voir cela. Ok, je prends cet autre aspect, Dona Biskanga. Je voudrais vous dire de ne pas perdre espoir. C'est Paul Biya qui le dit, le 6 novembre. Ça veut dire que le président est en fait conscient de ce qu'il y a un problème et que, parce qu'il sait, ces derniers temps, on a vu les jeunes rapatriés de Libye, Camerounais, du Koweït, ça c'est pour les hommes, du Koweït pour le Liban pour les femmes. Il y a un véritable problème. Les jeunes ont perdu espoir. Alors, regardez la ville. Restons sur ces deux clichés. Retour en Libye pour les hommes, le Koweït pour les femmes. Commençons déjà sur le plan interne. Combien de motos-taximens est-ce qu'il y a à Douala? Si vous interrogez le délégué du gouvernement... Donc quand on a perdu espoir, on tombe sur la moto? Je voudrais partir des faits pour vous montrer que les jeunes ont perdu espoir et heureusement sont en train de comprendre qu'il faut créer cet espoir par eux-mêmes. Je disais combien de motos-taximens est-ce qu'il y a? Voilà, si vous interrogez les services compétents, en tout cas nous on l'a fait au sein de la rédaction, les chiffres parfois sont assez... contradictoires. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas combien est-ce qu'il y a. Vous entendez, on vous parle de 400 000, certains disent 500 000, certains disent un peu plus. Au niveau national, n'en parlons plus. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas dire quels sont les jeunes qu'il y a dans un secteur de la débrouillardise comme celui-là. En tout cas, ça montre que on n'a même pas encore fait de diagnostic. Vous parlez des jeunes qui reviennent des pays où ils sont allés espérant un mieux-être. Les jeunes du Koweït dont vous parlez, qui sont rentrés, rappelons-le, sans l'assistance du gouvernement qu'il avait promis par un communiqué du ministre des Relations extérieures. Les jeunes ont perdu espoir depuis longtemps et heureusement, il y a comme un nouveau vent qui souffle. Il y a comme un nouveau vent qui souffle, un nouvel enthousiasme qui est né auprès de ces jeunes-là. Ils ont compris que ils ont intérêt à prendre le destin en main et de ne pas attendre qui que ce soit. Vous demandez si il faut croire à cet appel lancé par le chef de l'État lors de la cérémonie d'investiture. Pour l'instant, il n'y a aucune raison de croire. Si il faut croire, c'est qu'il faut demander une révolution au système gouvernant. Et le propre des révolutions est qu'elles
est essentiellement violente, passe avec beaucoup de dégâts. Je ne vois pas encore ce système-ci, qu'on aura l'occasion de décrypter tout à l'heure, opérer une révolution. Oui, surtout sur le plan politique. En ce moment-ci, je voudrais chuter en relevant un élément assez important. Lorsque vous avez interrogé Arthur, qui est un sympathique membre du RDPC, et vous a dit que le chef de l'État doit commencer par la récompense des militants et des camarades du parti qui ont travaillé pendant la campagne. Évidemment, c'est ce logiciel, c'est avec ce type de logiciel que le système fonctionne, le système de récompense, de gratification des amis politiques. Évidemment, c'est un facteur. Est-ce que c'est une invention camerounaise? Je voulais justement équilibrer en disant que ce n'est pas une invention camerounaise, mais on ne se limite pas là. On ne se limite pas à la récompense des amis politiques, encore que dans la récompense des amis politiques, on tient également compte de certains équilibres sociaux, de la compétence également. La récompense politique n'exclut pas la compétence politique également. Oui. Ok, dites-moi, Charles Elie, le président, lorsque lui-même dit « je voudrais vous dire de ne pas perdre espoir », il est conscient que quelque part, sa jeunesse a un véritable problème, qu'il y a une crise de confiance au Cameroun. Voilà pourquoi les jeunes choisissent soit le chemin de l'Afrique du Nord, après traverser Libye, traverser de la Méditerranée, soit le Koweït, le Liban pour les filles. Bon, je voudrais dire à M. Donald Blitzkanga que je m'appelle Charles Elie Zanzan, pas Arthur. Et je suis responsable de ce que je dis, mais j'ai le... Je sais pas, je suis désolé de vous dire que je ne suis pas comptable de ce que vous comprenez. Je n'ai jamais dit ici que les récompenses devraient commencer par le parti au pouvoir. Parce que nous, les jeunes, devons être les premiers à occuper les postes. Non. Encore que ce n'est même pas illégitime. C'est légitime de croire. Parce que les autres candidats, s'ils avaient été au pouvoir, ils feraient avec ceux qui les ont accompagnés. Nous avons vu le gouvernement du MS ou tous ceux qui ont battu campagne avec Kamto. M. Kamto devrait être dans ce gouvernement-là. C'est normal, c'est clair. Il ne voudrait pas qu'on entre dans ce genre de jeu-là. J'ai dit plutôt que moi, je m'interpelle en tant que militant jeune du parti au pouvoir. Mon rôle, c'est d'accompagner le président de la République à poser les actes qu'il faut pour une jeunesse camerounaise plus épanouie. Je n'ai pas dit que je devrais être ministre. Je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Je pense plutôt que le fait d'être ministre ne vous sous-entend pas et n'amène pas qu'on ait pensé aux jeunes. Les jeunes peuvent être plus efficaces ailleurs. Je préfère un jeune maire qu'un jeune ministre. Ça, je vous le dis sincèrement. Parce qu'il aura eu l'onction du peuple. Parce qu'il aura eu l'aval de tout populaire de ceux qui ont voulu qu'il gère la cité. Ça, je vous le dis. Et puis, je voudrais dire à mon frère qu'on n'a pas besoin d'être au gouvernement pour voir qu'on a pensé aux jeunes. Non. Si vous attendez à ce que Paul Biya mette que les jeunes ministres, alors vous vous perdez. Paul Biya, à quel âge? Paul Biya, quand il était à l'école primaire, il n'était même pas encore né. Il va faire avec ceux avec qui il pense qu'il peut faire. Mais maintenant, il y a des jeunes. Le PCA de l'hôpital général de Yaoundé, c'est un jeune. Peut-être vous ne savez pas. Le directeur administratif et financier de l'autorité portuaire nationale, c'est un jeune. Peut-être vous ne savez pas. Le directeur du budget, quand il prenait la direction du budget, il avait quel âge à ce moment-là? Et il y a eu les Sadou Ayatou qui ont été ministres à 29 ans. Et il y a eu beaucoup, c'est qu'ils ont grandi dans le système et ils sont arrivés à un niveau où ils ont 36 ans, 37 ans, 40 ans et ils ont vécu dans le système. C'est ce qu'on reproche. Non, ils sont très jeunes et ils sont toujours là. Mais s'ils sont compétents, non, vous n'allez, non, ne faisons pas non, pas nous corréler avec Dieu. Vraiment, moi je n'ai pas la force de me corréler avec Dieu. Moi je vis mon époque, je vis mon espace et je fais ce que j'ai à faire qui soit normal. Paul Biya a le pouvoir régalien de nommer qui il veut ministre. À partir du moment où ce ministre-là, m'a rend et fait le bon travail, s'il est mon camarade, je suis content, j'applaudis. S'il se met à faire ce qui n'est pas clair, je suis le premier à tirer sur lui. Je voudrais vous faire comprendre que, on m'a fait comprendre ici que M. Galas, Etoga le CED, serait nommé parce qu'il est le fils de. Mais le président tchadien a nommé un gars de 26 ans, directeur des douanes. Mais on a trouvé le parallèle que le fils est né de sa grande sœur qui serait décédée. Donc, on est donc dans un pays où on ne peut plus nommer quelqu'un, on ne regarde plus la compétence, on regarde plutôt l'affiliation qu'il a avec le président de la République. Non. À un moment donné, essayons d'évoluer. Moi, j'ai foi au président de la République.
Les actes qu'il pose depuis 82 font en sorte que les jeunes peuvent croire en lui. Maintenant, vous n'allez pas mettre sur le dos du président le fait que les jeunes veulent sortir. Vous n'allez pas empêcher aux gens de vouloir voyager et d'aller trouver mieux ailleurs. Non. Même sur le Cameroun, aujourd'hui, les gens parlent aussi des États-Unis pour la France. Les gens parlent des États-Unis pour le Canada. Les gens parlent des États-Unis pour le Japon. Les gens parlent de la Chine pour aller ailleurs. Il s'agit de la volonté manifeste des uns et des autres de trouver mieux ailleurs. Ça n'a rien à voir avec le véhicule qu'ils ont. Vous allez dire quoi d'un jeune qui a 6 millions? Un jeune qui vient vous voir et vous dit, président, j'ai un projet dans l'agriculture. Est-ce que vous pouvez m'aider à monter un dossier? Quand nous faisons les dossiers, parce que nous avons aussi cette charge-là de les business plans et tout, oui. Et nous faisons du lobbying auprès des bailleurs de fonds de ces projets. Quand un jeune se trouve avec 6 millions en main pour lancer un projet et il prend la route, vous dites quoi de ce jeune-là? Quand un jeune travaille à la communauté urbaine de Douala, quand un jeune travaille à la mairie de Douala deuxième et cotise 250 000 pendant 3 ans parce qu'il veut prendre la route, vous faites quoi de ce jeune-là? Donc, ne mettons pas sur le dos du seul gouvernement camerounais le fait que les gens aient envie de partir. Les gens ont les raisons multiples de vouloir partir. Il y en a même qui disent qu'ils vont en France faire un master 2 en économie alors qu'il y a l'université de Douala ici à côté, alors qu'il y a l'université de Tchang, alors qu'il y a l'université de Yaoundé 2 qui fait le même module. À un moment donné, essayons de voir ce qu'il y a à faire et mettons-nous ensemble pour travailler. Nous, on est là pour accompagner le président lui dans son travail, mais quelque part, en tant que jeune, et c'est vrai, je vous rejoins, il y a quand même une certaine gérontocratie dans le pays. Il faut que cela soit plus équilibré. Et moi, j'interpelle les jeunes pour leur faire comprendre que... Et là, vous comprenez donc pourquoi on disait tout à l'heure que vous avez dit que non, on ne veut pas faire le procès à Dieu. Vous parlez de gérontocratie. La gérontocratie n'est pas comme vous pensez. Comment ça? J'ai un exemple devant moi. Oui. Vous avez présenté mon frère Donald Bis comme rédacteur en chef. Quand je le vois, il est tout beau. Non, présentateur du journal de 7 heures. Du journal de 7 heures, mais c'est un jeune. Oui. Alors, je suis heureux de le voir. De voir un jeune comme lui qui est, je souhaite le voir dans 2-3 ans, directeur de publication, pas moi quoi, j'attends un chef de cette grande chaîne. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Il y a beaucoup de jeunes. Ce problème, c'est que nous, les jeunes, nous n'avons pas cette vitrine-là. On aimerait aussi voir quand même un jeune de 25 ans, 26 ans, 30 ans, peut-être ministre, mais est-ce que c'est être ministre qui fait la chose? Il y a beaucoup de jeunes dans les hautes fonctions de ce pays qui travaillent pour le président de la République. D'ailleurs, le directeur adjoint du cabinet civil, c'est un jeune. Donc, c'est un poste très important de la République. Oswald Baboké. Voilà. Oui, Julius, dites-moi, le président dit qu'aux demandes aux jeunes de ne pas perdre espoir. On reste sur ces deux destinations qui ont beaucoup fait parler ces derniers temps, la Libye et le Koweït pour les femmes. Now, I think if I pick up properly well, we are doing a political analysis that works with reality on the ground. Oui. Now, when we hear the head of state says, youth should not lose hope, yeah. He knows that they have been losing hope. Wow. I repeat again. Oui. Forget about what the vice president is saying here. He knows that they have been losing hope. Now, he's just making mention of something that everywhere people travel out of the country. Oui. I am talking as a journalist, an investigative journalist. I have been able to find out why they leave. I've been at the airport several times. Per month, I go to the airport no less than 5 times. Douala International Airport and Simaleng. I talk with them one-on-one. Mais pourquoi? Pourquoi vous partez? Pourquoi? You understand? Qu'est-ce qu'ils vous disent? I'm coming. Yes. Why do I say so? It's because of the head of state. Why do I say so? Employment opportunities are put in place in a country by a government, whether it comes from the private sector or not. When a government, I'm coming, the government we have is tax-oriented, civil service-oriented. It's made in a way that if you cannot write a concours, then you are the least person. That's why corruption comes in, because a man will prefer to sell his piece of land in Geremunduka to come and bribe in Yano to enter a NAM. I'm talking what I'm talking here. Why? Because people have realized that the private sector is not booming because the government machinery has not encouraged private sector. In Nigeria, government begs people to come and enter police force and army because people see money more in the private sector. I repeat, find out. People see money more in the private sector than in the civil sector. That's what we call private service incline in the government. Now, when you look at this one here, when I say that people go out because they are fed up, they have lost hope. The bike issue is just mentioned here. Find out how many degree holders are riding bikes as I speak now in Douala. I mean in Douala. They are here from University of Douala. Others are from University of Buea. Because they need to survive. You get the point. Right. Now, under normal condition, any country that relies on commercial bike service as a source of employment to its citizens has failed. Riding bike is not a profession.
because there are risks involved in it. How many of them have been, many of them who work mean jobs during the day, ride bikes in the night. Many have been killed and their bikes seized by thieves in the night. Many have had accidents during the day. Their legs are cut off on bike business. Do you call that a government that cares about the youth? Now, what are we saying here? If you look at what the government does, if you see youth, I was speaking to a girl 2 days ago after the documentary Equinox showed, who still told me that she has friends in Kuwait who are housemates and they are making it. And she will do everything possible to go there. Toutes ne sont pas rentrées. You understand? And I told her that no, you cannot be going when other girls in Kuwait and Lebanon are so. She said no. For the fact that she has to sit and see 7 years again, do the Vox Pop journalist. Many people tell you that 7 years is enough for them to suffer again. They think, I'm not saying the head of state is going to suffer people for 7 years. You understand? But many youths have lost hope. And they think that the head of state still being there means they are going to suffer. And so some still take the risk to go to Libya. As I speak now, they still take the risk. Some tell you that, well, those ones who died, or those girls who were raped and killed, they were not lucky. Because some have survived. I have a friend who survived. I too think I will survive. So what is happening? There's unemployment. What we do now is not what we're supposed to do. Many of us have picked up jobs. We are earning. Remember, employment does not call underemployment. When many of you pick up jobs, and that the job does not resemble your capacity and your level, you are underemployed. You don't call that employment because at the end, your family thinks that you are working. When you work on deficit, the man who is selling store besides your house, you are owing him. Before you take small salary, you come and pay first and start borrowing again. You understand? It means you are underemployed. You are working. People think you are working, but in real terms, money that is in your hand. Whereas there are people who are not qualified. Political wise, they are up there. Now he cited some few persons' positions that are up there. Are those what they call strategic positions? If you are director adjoint, cabinet civil, you cannot take decision. We are talking about positions whereby you can sit as an autonomous administrator. You understand? And you take decisions to influence youth or to influence your persons. So if you sit here, for example, look at it critically. This is where I'm trying to run up. Most of the youths that are used by the government are used to achieve the aim for the old to stay in power. Why do I say so? I am coming from Anglophone region. Look at the military that are sent there. Small boys. Some are 22, 23, 24 years and they are killed. It doesn't make you happy? No Carolina will be happy. But I want to tell you that those that matter from 40 years, 50 years who have the experience even to go and fight the North South are not going there. They are in their offices, relaxing. Okay. So these youths who take 6-month training and are not used to guerrilla warfare, they are being killed. Now, as you see my brother sitting here, look at those who rig elections. They are youths. Because you know that your youths are poor, they only give them 10,000 francs to rig election. They give them 3,000 francs to play the negative role of maintaining the government power. It is a concern. Therefore, we are looking at the government whereby youths will be empowered in decision making. I repeat, in decision making. I'm surprised he tells me that he prefers a youth who is a mayor. When you are a mayor, you are limited. Because the decisions you can take, I am talking out of experience. Oui. When you are a mayor, the decisions you cannot take on your own because the GO, you are under the GO. Oui. The decisions you can take are decisions, the GO needs to control your decisions. SGO needs to control you, understand? Now, he's talking about decentralisation. Ouais, justement, il dit que ça va. No, what we are saying, ils auront un peu plus de pouvoir. The head of state talks about decentralisation, you understand? Now, I would like him to know that probably he does not even understand I think the procedure of decentralization. Yes. Do you know why it's taking long? Decentralization will not even solve issues on the ground. Why? Because it has to take another school of thought. Mayors have not gone to school for mayorship. You are a teacher, you can become a mayor. You are a mechanic, you can become a mayor. The reason why decentralization is slowing down is because I attended a meeting in Yaoundé on decentralization. My brother. Those who were talking in that meeting were mostly those from territorial administration. Minat, why? Because they are trained for it. You understand? Most of the mayors who came there were waiting to sign away their money and go back. Why am I saying so? You don't expect a primary school teacher who is a mayor today to master decentralization. It's a process. But had it been, we are talking about a situation whereby those that matter first up there give conditions for those to become mayor. You must be educated at this level. The people have not gone to school and they are mayors. François Fournier did not go to school, but she was mayor. Okay. Now, if you tell her, please, carry this decentralization process, it's a whole school of thought. Okay. And else will come out. So we are saying that, like what I'm talking to my brother, it's a good system that people say that youth need to get into power. But which position do youth have? You should not be crying for peanuts because he is qualified. I repeat again, if you put him here as a prime minister, you'll be surprised at the results. Why? His brain is young, for example, and then he's energetic. There are innovations that a youth will put in place that an old man will not put. So if you take a youth like him, you put under a minister who is 85 years or 75 years, that minister tells him what to do. He cannot get to one day as directeur adjoint financier and say, non, j'ai fait ça. Il doit suivre l'ordre à son boss. Et si son boss est vieux,
Tout ce qui passe au niveau de l'ordre là-bas, c'est des exercices vieux. Ok. Albert Anatola, ici, sur cette l'espoir que beaucoup de jeunes ont un peu perdu au Cameroun. On a dit qu'il y a 2 destinations favoris, on va le dire comme ça. La traversée du désert, Libye, puis traverser la Méditerranée pour les garçons, pour les hommes, et les pays du Golfe arabo-persique pour les dames. Oui, c'est un fait. C'est un fait. Parce qu'ils ont perdu tout espoir au Cameroun. Mon copanéliste, il a présenté un tableau qu'il arrange. Bon, moi aussi, je vais présenter notre tableau qui ne va pas certainement aussi l'arranger. Certainement, ma mémoire va peut-être me jouer les petits tours, oui. Mais c'est quand même que depuis 1982, le président de la République a fait un peu plus d'une centaine de remaniements ministériels. Et lorsqu'on procède par quota, je ne suis pas sûr que les jeunes qui sont entrés dans ces gouvernements dépassent la centaine. Je ne suis pas certain. Deuxième chose, au niveau de l'administration, l'administration centrale, je ne suis pas certain que les jeunes qui y sont, qui ont eu des responsabilités, dépassent une centaine. C'est dire quoi? C'est dire que la solution d'épanouissement des jeunes, ça ne se trouve pas dans la police. Parce qu'il y en a qui ont choisi des métiers par défaut. Parce qu'au lieu d'aller mourir dans la mer, au désert libyen, ou aller se faire traiter de tous les services en Libye, ou bien au Moyen-Orient, ou bien au Proche-Orient, ils ont choisi des métiers par défaut. La conséquence, c'est que nous avons une jeunesse contre-productive dans l'administration, ou même dans le secteur privé. Parce qu'il y en a qui ont choisi un métier qu'ils ne voulaient pas faire au départ, exercer au départ. Ceci étant, c'est quoi? C'est que il ne faut pas qu'on croie que la place de la jeunesse, c'est faire le bensekin. Parce que parmi les gens, parmi la jeunesse qui fait le bensekin, vous avez des intellectuels, vous avez des sous-diplômés là-dedans. Vous avez parmi les jeunes qui font le concours de la police, de la gendarmerie, ou bien en tout cas des armes, il y en a qui ont choisi ça par défaut, parce que ce n'est pas ça qu'ils voudraient faire. Ce qui est important, j'ai eu dire qu'on devait avoir dans ce pays une banque de PME. Cette banque de PME devait pouvoir aider les jeunes ceux qui sont portés de projets, de pouvoir justement innover, créer. J'ai eu dit dans ce pays qu'on devait avoir une banque d'investissement. Moi, j'ai affaire, moi, chaque fois que moi je me balade, que ce soit à Yaoundé, à Douala ou ailleurs, moi, je vois des tontines commerciales qui sont tout sauf des banques d'investissement, qui sont tout sauf des banques de PME. Pourquoi? Parce que on croit qu'on va toujours jouer à la débrouillardise, entre guillemets. Moi, je crois que ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est que nous devons mettre en place, il a parlé dans son discours d'investiture, Monsieur le Président de la République, d'un chemin directeur d'industrialisation. J'ose croire. Parce que lorsqu'on parle d'un chemin directeur d'industrialisation, ça veut dire que nous avons une étude de production qui va créer des emplois. Et que ces emplois vont pouvoir permettre de créer, d'avoir justement une jeunesse responsable qui a des responsabilités bien évidentes. Moi, je pense que d'ergoter, de penser que parce que nous avons un directeur à la région du cabinet civil qui est jeune, vous avez un directeur général des impôts qui est jeune, vous avez le ministre des Transports qui est jeune, c'est suffisant. Non, ça ne suffisait pas. C'est pas suffisant. Chargé de la gendarmerie. Il faut aujourd'hui qu'on commence à balayer un peu les gérontocrates qui sont en place. Oui. Parce qu'aujourd'hui, ils sont contre-productifs, ils ne peuvent plus rien apporter. Il est inadmissible que vous avez quelqu'un qui occupe un poste depuis pratiquement 14 ans, voire plus. Vous voulez qu'il fasse quoi? Ça veut dire il bloque. Vous avez... Je vais un peu taper du pied dans la fourmilière. Oui. Vous avez un chef d'état-major des armées qui est fatigué. Mais qu'on le laisse aller se reposer. Parce qu'il bloque les carrières. Il bloque les carrières des jeunes. Il faut, pourquoi? Parce que c'est vrai, je voudrais conseiller. Est-ce qu'il s'est auto-nommé? Je pense que c'est, puisque c'est lui qui a le décret de nomination,
a pris une fois de plus l'engagement de permettre aux jeunes de participer à la décision, n'est-ce pas, de la gestion de la cité. Et il faut donc qu'on le croit sur parole et on attend de voir ce qu'il va faire. Parce qu'il faut qu'il tape du pied sur la fourmilière, de mon point de vue. Je crois qu'il y a beaucoup de jeunes de carrés qui sont bloqués. Vous avez au niveau de la magistrature. Donc vous voulez un chef d'état-major? Non, un chef d'état-major des armées jeunes comme le commandant de la GP? Il doit être jeune. Il faut qu'il soit comme jeune. Le commandant de la GP. Écoutez, on a besoin de jeunes opérationnels. Parce que quand on est jeune, on est actif, on est dynamique. Le commandant de la GP est très jeune aussi. Absolument. Je dis on a besoin de jeunes à tous les niveaux. Et qui sont à un certain niveau de poste de responsabilité soutenus par certains gérontocrates. Ok. Bon, dites-moi, Donald Brice, Paul Biya commence sa carrière étant très jeune. Il a 39 ans. Pourquoi aujourd'hui on a comme l'impression qu'il oublie son parcours à lui? Il ne fait pas confiance aux jeunes qui avaient son âge lorsqu'il commençait. Pourquoi on a cette impression? Oui, ajoutons à la suite ce que vous avez dit qu'à un moment donné de sa trajectoire, il cumule des fonctions. Oui. Bon. Il est président de la République à 49 ans. Cette question, je pense qu'il est mieux placé pour répondre. Mais constatons tout simplement. Oui, on parle du constat. Voilà. Ce n'est pas qu'il manque de jeunes. Il y en a. On aura l'occasion d'y revenir. Je voudrais, avant de vous répondre, dire à Charlie que nous ne disons pas que tous les jeunes sont faits pour le gouvernement. Non, il n'y a pas que le gouvernement, l'appareil gouvernant dans un système politique. Non. On veut des jeunes proviseurs, on veut des jeunes doyens de faculté, des jeunes recteurs, des jeunes maires. Encore que à ce niveau, c'est encore le chef de l'État. Vous avez rappelé tout à l'heure que le chef de l'État nomme à tous les emplois civils et militaires. C'est noir sur blanc dans la loi fondamentale de ce pays de 96. Il nous dit que c'est le chef de l'État qui a le pouvoir discrétionnaire. Personne ne l'a nié. Sauf qu'on constate à l'épreuve des faits que depuis 36 ans, ça ne marche pas. Ça ne marche pas beaucoup. Il a également indiqué que, il ne faut pas considérer que si on nomme quelqu'un, c'est parce qu'il est le frère de X, de Y. Non. Chacun est le frère de quelqu'un. Sauf que chez nous, c'est le critère qui compte. Vous connaissez tous les scandales qui suivent chaque publication quasiment des résultats d'entrée à l'INAM, à l'école normale supérieure. Dans ce pays, il y a un dernier en date que vous connaissez certainement. Non, nous ne disons pas que on ne doit pas nommer des gens de la même famille politique. Non, nous disons qu'il faut nommer des gens en tenant compte de leurs compétences et que ce soit le critère dominant et non d'autres critères subjectifs qui ne fonctionnent pas. Si le chef de l'État nommait depuis 1982 des personnes qui sont compétentes, des personnes qui sont à leur place, évidemment qu'on aurait vu les résultats. On questionne ce système parce qu'évidemment, on ne sent pas d'impact. On questionne ce système parce que la plupart des jeunes dont nous parlons aujourd'hui sont dans la rue, sont dans la débrouillardise, font du call-box, font de la moto-taxi, sont à Mokolo, à Yaoundé, sont à Ndokoti, ici à Douala. Non, il est temps de penser à autre chose. Il y en a des jeunes, il y en a qui sont compétents. Rappelons que sur les 4 jeunes, sur les 4 Africains qui travaillent à la NASA, la National Aeronautic Space and Administration, on va dire quoi, le meilleur condensé des experts en physique nucléaire dans le monde, il y a 2 Camerounais. Le docteur Simo et le jeune qui vient d'entrer récemment, ça fait moins d'un an, Arsène Tema Biwole, qui a 25 ans. Il y en a. Revenons au Cameroun. Il a parlé tout à l'heure d'Atuzan. Je le considère, je disais Atuzan parce que Atuzan fait partie de le père du cardiopade. Allez à la Syrie, à la Silicon Mountain à Boya. Attendez, de quoi parlons-nous? Lorsque il cite quelques jeunes qui sont au gouvernement, il faut toujours rappeler chaque fois que nous parlons des jeunes. C'est-à-dire 75% et 80% voire de la population. Nous parlons de l'ensemble de la majorité des Camerounais qui sont laissés sur le bas-côté de la gouvernance. Si on a quelques jeunes qui entrent et dont le parcours et les liens sont questionnables, comme disait mon confrère tout à l'heure, évidemment, il y a des raisons évidemment de s'inquiéter.
la compétence n'y est pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas de résultats. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'eau potable dans les grandes villes du Cameroun. C'est pour ça que la plupart des jeunes sont dans la rue parce qu'ils sont désœuvrés. En 2018, évidemment, l'engouement que nous avons observé pendant la présidentielle montre que les jeunes sont de retour dans le champ politique. Oui. Et c'est ça qui est dangereux pour ceux qui nous dirigent, parce que les jeunes ont compris qu'il faut compter sur soi désormais. Il faut se battre pour avoir ce dont on a besoin. Okay, Elvis? Yeah, I think what they're saying is quite correct, because if you look at statistics-wise, we tell people that, I always say this thing over and over, Serge, that it doesn't pay us when we come and we are jungling with words, because politics is what has killed this country today. If people were telling President Paul Biya in reality that, look, head of state, we need something for the youths, not just anything but a commanding position, I think the head of state would have heard. But unfortunately, we have youths themselves who block this aspect from going through, because the small food they eat from the government, they feel contented. And by so doing, they send wrong signals to the head of state that youths are quite fine. I think we have a long way to go. And so the aspect of youth affairs, Paget EU and other like, those are programs. But when we come back, those are programs that go in. But how do they function? They function political-wise. Who are those who get those benefits from Paget EU and other like? It's the reality. But if we take you to South Africa, for example, we have what we call Land Bank. Land Bank was instituted in South Africa when apartheid was reviving, after Mandela was released. What did they do? The government took in place all lands. If you live from here, from Yaoundé going towards Bafoussam, vast piece of land, empty. You live from southwest, from Boya, and you're going to, or from Kumba, you're going to Mundemba, vast piece of land, virgin. You live from Yaoundé here, and you're going down to Douala, you have vast piece of land, not used. The government owns this land. If the government puts in place a measure, you write a project, you come, they carve land and give to you. You work on it first. What do you want to do? You want to plant tomatoes as youth. They give you next. What we call mechanized agriculture. If you get youth into this thing, assisted by the state, would that politics apply to it? Before you know it, thousands of youth will leave bike and start growing tomatoes, Irish potatoes and all the like. And you will see them from the support of the government. The government will help them sell these things, transform them, because when you talk about industrialization for youth of the economy, youth must be involved. Okay. They are the active people to take part in agriculture. And if you put in place transformation industries, I think it will do a lot of good for us. Thank you. Bonsoir Nadine Yambou. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Bonsoir. Voilà, dans un instant, le 20h que vous allez présenter pour nous, 2 ou 3 titres qui vont constituer l'essentiel de ce 20h. Exactement, l'incarcération de Mimi Chinofo, journaliste à Equinox Télévision à la prison centrale, voilà, continue de susciter une vague de réactions au sein de l'opinion nationale et même de l'opinion internationale. Il faut la presse privée essentiellement au Cameroun, la presse étrangère, membre de la société civile, homme politique à l'unanimité, s'indigne contre son arrestation et demande sa libération immédiate et sans condition. À suivre également la réaction du gouvernement au travers du ministre de la Communication, qui s'est également exprimé. Issa Tiroma rajoute au fait de propagation de fausses nouvelles ainsi qu'atteinte à la sûreté de l'État, des faits tels qu'il accuse Mimefo d'outrage à corps constitué, également aux fonctionnaires et incitation à la révolte. Issa Tiroma s'est exprimé hier au niveau de Yaoundé. Nous reviendrons également sur le parcours de cette journaliste qui, par son travail et son engagement, a réussi à se frayer un chemin dans l'univers médiatique au Cameroun. Voilà donc, et Serge Alain Autou, en quelques lignes, l'essentiel de l'actualité de ce soir. Voilà, le développement de tous ces titres, c'est dans le 20h de Nadine Yambou. Quant à moi, je vous retrouve tout de suite après pour le débrief. Retour sur le plateau et qui n'en soit toujours en compagnie de nos 4 invités, Charles Elisan, Albert Natol Aïssi, Fa Elvis Taillon et bien évidemment, une fois de plus, Dona Biskamgan. Hier matin, vous étiez à la présentation du 7h, dont vous avez eu, on ne va pas dire l'honneur, c'est vous qui avez annoncé à plus d'une personne, ceux qui n'ont pas suivi l'évolution de l'affaire, nuit d'avant-hier, vous avez eu cette charge de présenter le 7h et vous avez informé les gens sur la situation de Mimi Mefo. Comment vous avez préparé ce 7h-là? Écoutez, la charge émotionnelle à cet instant-là est tellement forte, c'est-à-dire que
vous demandez comment vous allez réussir à proposer un titre sans écraser l'âme à l'antenne. Évidemment, il faut bien dire quelque chose aux auditeurs. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, d'autant plus que il nous faut... Vous savez, nous sommes une famille, mais dans chaque famille, il y a certainement des liens un peu plus forts entre certains membres. Et c'est le cas de le dire. Elle m'est particulièrement proche dans le travail au quotidien. Elle m'appelle partenaire, on s'appelle ainsi. Ce n'est pas évident, heureusement, parce qu'il ne faut jamais se résigner lorsqu'on sait qu'on fait son travail et de la façon la plus professionnelle qui soit. Il ne faut jamais se résigner face à l'oppression. Okay. Elvis, Yeah. aujourd'hui, vous avez appris, comme tout le monde hier matin, que Mimi était à Nubel. Quand vous avez appris? Vous l'avez appris à quel moment déjà? Well, I think that when the convocation was served at the level of the Legion Commander for Gendarmerie in Douala, we were really informed because even the communique was on social media. And we knew of the date that was supposed to be here, but I think the lead counsel from my investigation had to take the date forward because it was so closed. And I've been in close contact with the lead counsel of the case. And now, when they were coming down for the case, it was quite disturbing because on the Wednesday program for the case, we know of 2 charges that they were saying, the aspect of fake news and cyber criminality. And it became another worrying fact that when the lead counsel together with MIMEFO arrived because before the case one-on-one, it became disturbing that when they arrived at the Legion Commander's office, the assistant to the Legion Commander was one handling the file. From time to time, he would go to see the commander and come back. And after some time, it was quite a surprising fact that after statements were to be taken down, the lead counsel probably, it was surprising that that decision took place so fast. That at 8 p.m. getting the evening, it was now a matter of the commander and the assistant letting them know that they have to see the military state prosecutor. And now, what was disturbing is that at that night, going to see the state prosecutor, surprisingly, other issues were cropping up. So it means that from every indication, MIMEFO's case is that which the government had been following for some time. It's not just now. And when I analyze it critically, I realize that it's not just the 2 counts that we're talking about, fake news and talking about cyber criminality. Now, it tells you that from every indication, so other issues are transpiring. So getting in there and then leaving a lead counsel somewhere and then MIMEFO being inside and then files transpiring at the level of the military state prosecutor, only to find out that 4 heavily armed men, you know, MIMEFO is not a criminal in the first place, I should admit that, and has no track records of criminality. And so seeing heavily armed men, 4 coming in, and a document has been signed, and only for her to be taken in handcuffs. I mean, you know, that's the most worrying part of it, because if it's a hardened criminal who could escape, you could say, no, you come with heavily armed men, you come with handcuffs, but now, seeing a lady, a gentle lady who has received awards in this country, I know most times you receive awards, people see you out, the name of the country goes ahead further. And so looking at the handcuffs, she was handcuffed under heavy military escort. It looks as if she was more of Osama bin Laden's junior sister. I mean, it doesn't present well for us when we look at it. So it's more of a threat to us, and we feel so bad that the case of that nature, as we think, because I started asking, where is National Communication Council? Where is the Minister of Communication? Now, when I look at the Minister of Communication reacting, now we are talking about issues whereby the Minister of Communication, knowing that we journalists are under the Minister of Communication, has the right to defend us. Now, given there's one arm of the government, I strongly think that National Communication Council and Minister of Communication should have had what it takes to move closer to the military judicial bench and to say, okay, we are arms of the government. It is true that the judiciary is independent. But we think that for the case of this MIMEFO, given that she had no track records of criminality, we think that we could let this case go. It's possible. It's very possible. Because where we are now, we are finding a situation whereby it could be searched. It could turn for us as journalists, and it could even my good friend here, even my brother here. So where we are now,
We are looking at it whether was the procedure engaged very correct. Okay. Now, we might only be putting our fingers crossed, knowing fully well that we will all be there on Monday to see what happens. But then, we think that the state that moves with morality could get into it, the powers that be, and get the case terminated and be able to return back to work. That is what we believe, and that's what we hope that the powers that be should do, instead of the Minister of Communication exposing her more for punishment. When we have many persons, including even the Minister of Communication, who have made errors. Everybody is liable to errors. Communication Minister made an error, and of course we accept it. Now, what we could do, Serge, while we are closing in this, is that we think that the powers that be could call on MFO if it is that the evidence is not clear. In journalism, there's what we call corrigendum. In journalism, we call corrigendum, meaning that we could pass back to the same media or the same forum that we pass the information to correct it and say it was an error. If that case might be, I think that's what we need now. Albert Matola ici, Elvis parle de l'humiliation subie par Mimi Mefo. Une dame, on lui passe les menottes, elle est entourée par des pandores à cette heure-là. Est-ce que Mimi, une femme, est-ce qu'elle présentait, elle menaçait, elle présentait un certain danger? Elle pouvait s'échapper? Mais écoutez, lorsque, même s'il n'était pas... On parle d'humiliation. Même si n'était pas... L'humiliation. Non seulement c'est de l'humiliation, mais c'est même la théâtralisation de la scène. Même si elle n'était pas une femme, vous avez une victime, c'est-à-dire un prévenu, disons ça comme ça. Oui. Donc une prévenue qui est encadrée par une escorte de moins 6 gendarmes, pas moins, armés. Et on se fait encore le luxe, c'est aussi le gâteau, de lui mettre les menottes. Je crois que là, il fallait le faire. Il fallait vraiment le faire. C'est le temps que de tout, n'est-ce pas, des comptes rendus relatifs à cette actualité-là, il n'est même pas revenu qu'elle a essayé de s'opposer ou bien de poser certaines résistances, quelqu'un ou non. Bien au contraire, elle est restée très calme. Bon, il n'y avait donc pas matière à lui mettre les minutes de mon point de vue. Donc, je pense que là, bien évidemment, comme l'indique, n'est-ce pas, la loi, elle est jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie dans le cadre d'un jugement contradictoire, elle bénéficie de la présomption d'innocence. Cela étant, je voudrais quand même dire une chose pour embrayer un peu ce que vient de dire mon confrère. Je comprends finalement maintenant pourquoi est-ce que je n'ai jamais voulu aller à l'aide publique à la communication. Parce que la presse privée veut depuis des lustres la subvention de l'État. Tout ce qu'on lui oppose, c'est l'aide publique à la communication pour survivre. Ça veut dire que dans ce pays, en réalité, la presse ne mérite aucun respect. Les journalistes ne méritent aucun respect. J'ai le sentiment que nous sommes obligés d'être acceptés. En même temps, quand on veut faire valoir l'avancée du processus démocratique, on présente la presse privée, une peu dynamique, mais qui se débrouille. Il faut le souligner. Moi, je pense que il faut que la théâtralisation s'arrête. Et il n'y a pas que Mimi Mefo. Il y a Joseph Olinga, qui a été roué de coups devant par des pandores armés. Je pense que là, je crois qu'il y a disproportionnalité au niveau. Et il faut rappeler que Joseph Olinga était au tribunal hier à Bafoussam. Il a été renvoyé pour défaut de plainte. Non, des témoins. Disons que nous sommes dans un cas de flagrance, parce que lorsqu'il y a un cas de flagrance, jamais on n'a pas besoin d'une plainte. C'est ce qu'ils ont dit. Non, je dis que ça c'est là. Disons que je pense j'imagine qu'il s'agit d'un cas de flagrance. Donc je voudrais dire que dans tous les cas, quel que soit les cas, nous sommes une famille, comme l'a indiqué tantôt notre confrère, nous devons nous protéger. Et les lois qui sont mises en place ne sont pas de nature à nous protéger. Il faut le savoir. Deuxième chose, nous avons eu le privilège, chacun à son niveau,
de bénéficier des séminaires ou des stages de mise à niveau pour la couverture des élections. Mais est-ce que dans le cadre de la loi contre le terrorisme, il y a eu, ne serait qu'un séminaire, comme ce fut le cas avec le code pénal, le nouveau code de procédure pénale? Jamais. Pour qu'on sache exactement de quoi il s'agit. Le problème n'est pas d'utiliser la répression à toute épreuve. Quelque chose qui est reproché à nos confrères. À partir du moment où, déjà, pour le cas de Mimimefo, sa place ne se trouve pas, sauf argument contraire, ne se trouve pas au tribunal militaire. Il s'agit d'un délit de presse. Donc, mais les faits ont été requalifiés en l'espace de 2 heures. Ça veut dire à la sûreté de l'État. Ça veut donc dire, je pense qu'ils ont le passage chez le j'ose croire qu'ils ont du gouvernement. J'ose croire qu'ils ont des preuves à charge pour étayer leur argumentaire. Mais de mon point de vue, il s'agit d'un délit de presse, si jamais il y en a. Parce que quand je lis, quand j'entre dans le mur de notre consoeur, par rapport à ces postes, non seulement elle fait le papier, et sur la source. Quand on cite une source, à moins qu'on me dise qu'il s'agit d'une insinuation, oui, si c'est une insinuation, nous sommes toujours dans un délit de presse. Maintenant, de l'autre côté, elle équilibre l'information qu'elle a postée préalablement par le communiqué du ministre. Elle fait ce qu'on appelle chez nous Donna Biskamga. Non, ça veut dire que... Un follow-up. Ça veut dire qu'elle a équilibré l'information qu'elle a donnée. Non, elle a sorti l'information du ministre après. Ça veut dire qu'elle a équilibré en tous les cas, même si... Ça veut dire qu'elle a équilibré. Oui. Ça veut dire qu'elle a équilibré l'info. Parce qu'elle sait les choses toujours. Je crois que là, de 2 choses l'une. Soit, il va falloir qu'on remette nos magistrats à l'école du délit de presse, parce que tous les magistrats n'appréhendent, ne connaissent pas ce que c'est que le délit de presse. Ça, il faut le dire. Soit, nous avons un procès kafkaïen, que ce soit du côté de Mimimefo, que ce soit du côté de M. Olinga. Pour les faits, je me limite au cas que je connais, parce que j'ai eu la latitude, n'est-ce pas, de suivre. Je dis, sauf argument contraire, je ne suis pas certain qu'on puisse nous opposer le contraire. Okay. Dites-moi, Charles Elisan, vous êtes le politique sur ce plateau. Mimimefo est embastillé, on va le dire comme ça, au lendemain de la prestation de serment de votre champion. Un jour après, est-ce que le Cameroun avait besoin de cette image-là? C'est le premier acte, je le dis comme ça, acte fort du septennat? Non, le premier acte fort du septennat n'est pas la... Vous êtes au courant de l'ampleur que la chose... Je suis parfaitement au courant. Est-ce que c'est bien pour... nous qui écumons les réseaux sociaux, nous qui avons l'honneur d'être invités par vous pour en discuter... Non, ce n'est plus une affaire des réseaux sociaux seulement. Non, quand je dis réseaux sociaux, veut dire la multiplication de l'information, où ça est arrivé, l'ampleur que ça a pris. Je souhaite que nous soyons sincères. Je souhaite aussi, mais très difficile, de parler du cas de ma sœur Mimimefo à Equinox, puisqu'elle travaille à Equinox. Je l'ai rencontrée il y a 2 ans, lorsque votre collègue Duval Famba m'avait invité pour venir analyser un des discours au soir du 10 février du président de la République. Je l'avais en face de moi. C'est la première fois que je la rencontrais. J'ai vu une femme dynamique, travailleuse, très pointilleuse sur les questions. Et qui savait ce qu'elle voulait et qui voulait toujours dans l'échange communicationnel amener l'interlocuteur à aller dormir. Mais connaissant cette tactique, j'essayais tant bien que mal de m'en dérober, mais il faut dire qu'on est faible face à ce genre de femmes, puisque vous avez en face de vous une femme, vous perdez d'abord, bon, nous qui sommes normaux, nous qui aimons les femmes, peut-être pas ceux qui aiment les hommes. Bon. Maintenant, quand j'ai fini de dire ça, j'ai mal qu'elle soit où elle est. Ça me désole. Et puisqu'il y a un parallèle qu'on fait, non seulement avec la prestation de serment du président de la République, mais aussi l'image. Et il y en a certains, j'ai suivi Mombok ce matin dans votre émission, une émission qui passe de 10h à 12h, je crois, qui parlait même de retombées au niveau de l'image du pays à l'extérieur. Ça peut, mais maintenant, il faut aussi qu'on soit sincère. J'écoute les journalistes depuis que Mimi a eu ce qu'elle a eu. J'écoute des hommes politiques
Mais il y a un problème. Pourquoi est-ce que personne n'interroge l'éthique professionnelle qui encadre votre métier? Pourquoi est-ce qu'aucun journaliste ne parle de la violation flagrante de votre sacerdoce? Pourquoi est-ce que d'autres n'interrogent pas? Pourquoi est-ce qu'il est facile pour des journalistes, pourquoi il est facile pour mes compagnons de tirer sur le gouvernement qui ne ferait rien pour les jeunes, mais de ne pas recadrer certains faits dans ce que vous faites d'excellent comme votre travail? C'est ce que il faut aussi que la thérapie commence par là. Laissez-moi finir. Justement, j'y arrive. Je voudrais donc dire que Zanzan Chaleli, qui s'exprime ici aujourd'hui, est président de section. Je ne suis pas un juriste. Oui. Analysons les faits comme des néophytes. N'allons pas dans ce que vous entendez si les gens parlent de recadrage ou de reformation des magistrats. Quand un journaliste dit sur un plateau télé qu'il faut reformer les magistrats, je me pose des questions. Justement, je suis dépassé. Quand on me parle, les personnes ne ciblent ne maîtrisent pas les procédures en dit de presse. Autant tous les magistrats, je peux vous le concéder, ne maîtrisent pas les délais de presse, autant tous les journalistes, on connaît comment vous formez, on ne sait pas comment vous arrivez, vous êtes. Il y en a d'excellents parmi vous. Et comme dans l'armée aussi, il y en a qui tirent sur les innocents, comme vous le dites souvent, il y a aussi des galères dans tous les corps de métier. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Je peux être d'accord avec vous. Ce que je voudrais dire, il faudrait que nous, qui allons sur les plateaux télé, qu'on sache que beaucoup nous écoutent. Et beaucoup croient en nous et beaucoup aimeraient avoir la vérité. Au-delà du passionnel, au-delà du sensationnel, au-delà de l'homme politique qui veut aujourd'hui profiter de ce qui se passe, de ce que Mimi traverse pour en faire un marketing politique. Moi, j'ai vu une femme politique, je ne vais pas citer son nom, prendre des selfies devant la prison de Rubelière. Comment pouvez-vous venir dans une visite à Mimi, vous qui êtes une femme, elle va se reconnaître, je ne vais pas citer son nom ici, mais quand je l'aurai en face de moi, je vais lui dire, vous sortez de la prison de Newbell, toute souriante, vous prenez des photos avec des femmes qui passent à la façon, on vous a reconnu. Non. Ça, c'est cette théâtre, c'est justement ça la théâtralisation. Les hommes politiques qui en profitent pour sortir de l'ornière, au lieu de refaire le bilan de leurs désastreux résultats des élections, non. On sort des communiqués parce qu'on fait plaisir. Moi, je qualifie les faits. 1. Est-ce que le tribunal militaire est compétent pour juger Mimi dans cette affaire? Je dis oui. À la lecture de la loi, il s'agit d'atteinte à la sécurité interne. Quelle loi? Je voulais lire, mais... c'est question de droit, il faut être... Bon, je l'article du code pénal, je crois, sans me tromper. Article sur la cybercriminalité et la cybersécurité. Il y a un article, je pouvais le lire, mais je ne sais pas si vous pouvez me permettre. Il y a un article sur le code sur la cybersécurité et la cybercriminalité. Sur le code pénal. Maintenant, est qualifié, le tribunal militaire est-il qualifié pour juger Mimi? Est-ce que le travail de journaliste que vous devez faire, justement, c'est d'inviter dans des experts, des avocats, pour qu'on nous explique, est-ce que le tribunal militaire a qualité de la juger? Est compétent, voilà. Maintenant, pour terminer, je dis bien pour terminer, je peux être d'accord, je suis même d'accord, je veux qu'on la libère, parce que le travail qu'elle fait, elle nous manque. Elle nous manque. Et je tiens à dire à ceux qui pensent que ils vont en profiter. Parce que moi, mon problème, ce n'est même pas Mimi. Mon problème, ce n'est pas vous. Je vois cette solidarité des journalistes autour de cette affaire. J'aime ça. Mais c'est nous, les hommes politiques. C'est nous. Quand certains font des posts pour dire que les retombées financières font qu'on n'aura plus c'est-à-dire le septennat des grandes opportunités est en train de tomber dans l'eau parce qu'on n'aura plus d'amis qui viendront investir. Je tiens dans la place, c'est qu'hier on a signé le contrat pour la construction du barrage de Natigal pendant cette affaire. Donc à un moment donné, il faudrait que les gens rééquilibrent les choses. Moi je souhaite qu'elle soit libérée. Si elle n'a pas commis d'actes, on la libère, c'est une mauvaise chose. Mais si elle a vraiment commis des gaffes, qu'elle réponde de ses actes comme tout Camerounais normal. Pour terminer, je voudrais que vous fassiez, parlez-nous un peu de l'affaire du 15 mars 2018. Lorsque les ambassadeurs ont enlevé 2 ingénieurs tunisiens et 2 ingénieurs camerounais. Quand l'armée camerounaise est entrée en opération pour libérer ces otages, en ayant libéré 3, quand les sécessionnistes ont tué les ingénieurs tunisiens, comment est-ce que votre collègue a traité l'information? Il faut qu'on sache certaines choses. À un moment donné, je vais dire, autant ceux qui ont des agrégations en droit, et je le dis tel que je suis, qui en 2004 parlent de dogme, quand le Conseil constitutionnel donne un arrêté, et 14 ans plus tard, ne reconnaissent plus ces arrêtés,
Et parce qu'on croit en eux, étant des maîtres du droit, on se trompe. Non, autant je voudrais dire aux journalistes, restons dans le domaine. Quand ils font leur travail, ils sont là pour nous informer. Alors quand on est journaliste politicien, il faut d'abord faire la même chose. Ou on fait la politique, ou on fait le journalisme. Rapidement, on va passer à autre chose. C'est pour ça que je ne sais pas si vous aurez dû donner la parole à Charlie, parce que c'est une question de droit. Et si on n'a pas les éléments factuels... J'ai bien dit que c'est le politique. Si on n'a pas les éléments factuels, mieux vaut dire allez-y donc, non, d'abord sur la compétence du tribunal militaire, tous les juristes l'ont dit, il s'agit d'une affaire relevant du droit commun et dont le tribunal militaire n'a absolument rien à voir. La preuve, c'est qu'elle a commencé à être auditionnée à la Légion de gendarmerie. Après, elle a été déportée, je ne sais de quelle façon, ensuite au tribunal militaire. D'un. De deux, l'article 218 du Code de procédure pénale est clair. On ne peut pas placer quelqu'un sous mandat de dépôt lorsque son domicile est connu. Donc, sur ce plan-là, c'est une violation flagrante de la loi. 3. Nous sommes arrivés à un stade où le gouvernement est profondément frileux de tout ce qui est traité sur la crise anglophone, quelle que soit la façon dont vous traitez. Il y a toujours des niveaux de suspicion. Pourquoi? Parce que la crise a atteint un niveau d'enlisement qui est tel que le gouvernement se sent sensible à tout traitement de l'information sur cette affaire. Et on sait comment on est arrivé à ce niveau d'enlisement. Parce qu'on a affaire à des dirigeants qui sont sourds et muets, qui n'ont pas su traiter, des revendications essentiellement sociopolitiques au mois d'octobre 2016, qui avait commencé par des revendications sociopolitiques. Les journalistes sont devenus les victimes collatérales d'une crise sociopolitique qui aurait dû être gérée de la façon la plus simple au départ. Avec l'affaire Mimi Mefo, c'est l'une des pages les plus sombres en matière de liberté de la presse au Cameroun. Je pense que Pioche Diawé se retourne dans sa tombe 5000 fois. Ok, rapidement, Anatole, ici. Rapidement, je le dis, je liquide ça en 30 secondes. Oui. Je voudrais d'abord dire à mon copanéliste, M. Charlie, je crois. Charlie, voilà, que pour lui faire comprendre que je suis dans la paix depuis, ça fait 18 ans que je suis journaliste. Donc, quand je parle de délit de presse, c'est de quoi je parle. Okay. Quand il dit qu'il y a certains magistrats qui ne maîtrisent pas les procédures en matière de délit de presse, je sais de quoi je parle. Donc, rassurez-vous de ce côté-là. Deuxième chose. Ce n'est pas qu'ils sont mal formés. Dans toute corporation, se met à jour. Vos collègues maîtrisent les délits de presse. Maintenant, je voudrais. Commençons par maintenant, je voudrais donc dire que je l'ai évoqué sur ce plateau que sauf si le tribunal militaire a des arguments contraires à ce connu, c'est-à-dire ce qui concerne l'éthique et la déontologie, puisque M. Charles nous fait le cours de déontologie d'éthique, Madame Mimi Mefo, à travers ces deux papiers, a respecté les règles de déontologie d'éthique. De ce point de vue, c'est votre point de vue. Justement, vous pouvez rien dire. C'est votre droit. Vous n'êtes pas d'accord avec moi. Vous n'êtes pas aussi obligé. Vous dites qu'il n'est pas journaliste, donc il n'en sait rien. Alors, bref, je veux prendre comprendre que c'est le temps que. Quand on fait papier, on cite la source. Ça veut dire, si vous étiez journaliste, vous comprendrez. Lorsque on donne une information et par la suite, on donne une information pour équilibrer, ça veut dire qu'elle a été objective. Cela étant, en matière d'éthique et de déontologie, on n'a rien à lui reprocher de ce point de vue. Est-ce qu'il y a d'autres arguments derrière? Je l'ai dit sur ce plateau également. La suite va nous dire si il y a autre chose derrière qu'on peut reprocher à notre consoeur. Mais sur le plan journalistique, on n'a rien à lui reprocher. Non. On va finir avec Julius, je vous en prie. Yeah, I think when I hear sur ce dossier, Mimi, yes, on this document, I am from another platform,
I realized that the manner in which supporters of the CPDM party take this matter is different. Now, but they forget to understand that tomorrow it could be their own sister, it could be their own brother. Now, when you look at it critically in the analysis, everybody who is supporting the regime one does not want to say that this thing could not have been done like this. Now, we are looking at a situation whereby the issue has happened. Now, I said earlier, I've been talking with the lead counsel one-on-one. I was just talking a few hours ago. And now you realize that with the procedures, when you sample many lawyers, they will tell you that the procedure that was engaged was not very proper or warrants it to be. Though, those are the military tribunal that tells us that it's because they've infringed into their military activities. That's what they justify. That's why they say they have to take it to the military court. But then we are looking at the situation whereby, in the manner in which, in the first place, the rapidity of the case, I repeat, shows that there are other issues that could be hanging. And I said earlier, and I'll keep on saying that, we have a system of law in the country whereby, before they take you for judgment, the verdict is already known. And so anything that comes in is just like a masquerade. Because if you look at the Mimifo's case, what will you say that the lead counsels could not bail her from the Gendarmerie Brigade? It was a matter of delay till night. You transfer you to the state prosecutor, the military state prosecutor, and then from there you are transferred to new bail. Meaning that before everything takes place, there are some issues that have been put in place. Everything we had here was just to fulfill certain conditions. And that's why we are saying that in a state of law, things should be clear. Even lawyers were not even sure. They were surprised when lawyers heard that from the Legion Commander's office, now it's moving back to the military tribunal. It was more of a surprise. So we are saying that we need to have clear-cut laws. What case do you have that merits you to be given a convocation the same day? You answer it and you are locked up the same day. We're not talking about aspects that they say go and come after. Meaning that some charges were kept, minds were premeditated, and so whether you come with 20 lawyers or not, all is that they have to keep you. Okay. And so that's why I'm saying that we are now saying that we only lobby now on the government to now use morality in the case, because in this case here, you could surprise that on Monday, new charges come up. Don't be surprised that we go on Monday and you hear that other 6 new charges have added. It means that the charges were there since. What they were talking about fake news and cyber criminality was just a supporting incident to lure her to come and then for them to pick her up. But now you understand that even with the presence of the lawyers who tried for her to bail, it could not go. Therefore, something is wrong somewhere. I should not see that be condoned, because all we are saying is that if nobody is above the law, but at the same time, where someone's residence is known, the job place is known, and there are lead counsels, not 1, not 2, not 3, who are willing to engage procedures of bail and is refused, it means it's questionable. Donald Brice Kamgan, il parle justement de ces éléments-là qu'on n'a pas pu prendre en compte pour le cas Mimi. Est-ce qu'elle représentait un danger de ne pas se présenter parce qu'elle doit passer lundi? On est d'accord? C'est lundi. Oui. Pourquoi les choses sont allées tellement vite pour qu'elle se retrouve le même jour au pénitencier de New-Bel? C'est la question que la plupart de ces conseils se posent. La procédure, qui était une caution. Le caractère expéditif, j'allais dire ultra expéditif de la procédure démontre que le procès est politique et pas autre chose. Nous disons depuis que tous les juristes sur la question sont exprimés, et au cas où les griefs qui sont retenus contre elle étaient avérés, le tribunal militaire n'a pas compétence pour le faire. En plus, vous voyez que on est parti de propagation de fausses nouvelles, cybercriminalité pour atteinte à la sécurité de l'État, outrage à corps constitué et aux fonctionnaires, tentative de révolte, ainsi de suite. Incitation. Et ces incitations à la révolte, ces griefs-là viennent, attention, du gouvernement. Les griefs qui s'ajoutent, qu'on a vu hier dans la déclaration du ministre de la Communication, c'est un membre de l'exécutif. C'est pas lui qui doit communiquer sur les éléments qui sont dans le dossier, qui doit qualifier les faits. Il est du gouvernement. Donc vous voyez très bien que elle a été placée sous mandat de dépôt et on cherche les motifs. Et ça renseigne tout simplement que il y a comme une chasse aux sorcières. Albert Anatola, ici, il y a, comme disait Donald Brice, on est parti de propagation de fausses nouvelles à une batterie, on va le dire comme ça. On l'a encore suivi hier avec le ministre Issa Chiroma Bakari.
Non, disons que il faut dire... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Non, pour dire vrai, pour parler de manière franchement, j'étais scandalisé par la sortie du ministre de la Communication. Pour une fois, comme j'ai l'habitude de le dire, il a manqué de ses terres, parce que là, il entre carrément dans le secret de l'instruction. Parce que quand par rapport, sérieux, l'instruction qui n'a même pas encore commencé, lui, il y est déjà. Et ça me pose un problème déjà de droit. Ça vous pose un problème? Oui, ça pose un droit. Parce qu'il est dans son communiqué, il ressort les arguments du secret d'instruction qui n'a même pas encore commencé. Parce qu'en réalité, Mimi Defo, notre consoeur, lors de son audition, a choisi le silence. Ça veut dire qu'elle ne s'est pas prononcée. Ça veut donc dire que lors de sa comparution de lundi, si c'est fait, si jamais on arrive à obtenir, si on arrive si elle arrive à obtenir le mandat d'extraction, c'est là où l'institution peut commencer à l'audience. Mais encore, il faudra... Ah, de lundi, vous parlez de lundi. Moi, je parle de lundi. Oui, Voilà. lundi. Voilà, donc si on arrive donc à obtenir, n'est-ce pas, son mandat d'extraction, c'est donc là où, n'est-ce pas, j'allais dire, l'information peut commencer au tribunal. Mais encore, il y a un autre argument que les conseils ont sur la manche, n'est-ce pas, la récusation de la compétence du tribunal militaire. Oui. Là, ça veut donc dire que tant qu'on n'a pas encore évacué cet aspect-là, on ne peut pas commencer l'instruction. Donc, pour revenir sur le communiqué du ministre, comme je l'indiquais, comme d'habitude, il a fait comme il en a l'habitude. C'est-à-dire ne pas se limiter à un communiqué qui a un sens, disons, administratif, mais il a orienté, c'est-à-dire son communiqué a une historicité. C'est-à-dire ça commence par une historique. Ce qui pose les faits, et la chute, vous avez la chute. Ça c'est sa position. Donc c'est un communiqué autrement politique et non administratif. Ok. Charles Lisan, vous y voyez aussi l'affaire Mimi Mefo en train de tourner aux politiques? Je ne sais pas comment on qualifie un procès de droit commun à procès politique. Je continue à dire... Je parle de l'affaire. Oui, l'affaire Mimi Mefo, ce sont vos confrères, vos collègues qui parlent de procès politique. Je n'en sais rien. Je continue à dire que j'analyse les choses avec les yeux de celui qui voit de loin. Et le procès qu'on fait au magistrat ici, le procès qu'on a pu faire au ministre de la Communication ici, je pense que tout le monde a suivi le communiqué hier. C'est justement ces embrouilles-là qu'il faut éviter. Parce que nous tous, nous voulons la libération de Mimi. Non, c'est pas une embrouille. Non, je ne peux pas vous accepter. Qu'il n'y ait pas d'embrouille. Je pas de fait. Le communiqué est sous nos yeux. Je maintiens que le communiqué du ministre parle déjà et est en train déjà d'entrer dans le secret de l'instruction. Bon, le secret de l'instruction voudrait dire quand quelque chose est secret, ça veut dire que Serge Otou et Jean-Charles auraient causé quelque part et un des deux a dévoilé le secret. Il y a secret de l'instruction quand on n'a pas lu les charges qu'ils ont portées contre vous. Bien que Mimi ait gardé le silence devant le commissaire du gouvernement, oui, on lui a donné les délits contre lesquels on la poursuit, on lui a lu. Et c'est pour ça qu'on la met en détention provisoire, je crois. Donc, ce que le ministre a fait hier, il n'a que répété ce que le commissaire du gouvernement a dit à la dame. Donc, il n'y avait pas de secret. C'est pas dire le ministre, non. Laissez-moi avancer, s'il vous plaît. Ce n'est pas vrai. Laissez-moi avancer. Avance. Laissez-moi avancer. Les faits qui sont reprochés à Mimi, vous pouvez les avoir, vous, journalistes, auprès du commissaire du gouvernement, au tribunal militaire, ici à Bonanjo. Qu'est-ce qui est reproché à notre conseil? Vous pouvez les avoir. C'est-à-dire, je vais dire, évitons certaines choses qui ne nous amènent pas à aller vers la libération de Mimi. Arrêtons de faire les procès inutiles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand le ministre parle du calibre de la balle qui a tué Mimi, c'est normal. Ça se fait dans tout le monde entier. Quand on tue quelqu'un et que cette histoire prend une ampleur, mais il y a quand même une communication qui dit, bon, il a été tué par une flèche. C'est ce qu'il a fait. Et pour calmer, pour apaiser nous les Camerounais, pour dire que quand on a fait l'autopsie, il y avait non seulement un médecin légiste du Cameroun, il y avait aussi celui qui représentait le pays dont est issu M. Truman, dans les États-Unis. Comme vous dites, et on m'a aussi appris que les États-Unis ont commis des experts pour faire une contre-expertise. On serait donc plus clair en disant donc que le gouvernement camerounais ment
Si et seulement si une autre contre-expertise arrive et dit non, c'est pas des balles de calibre 12, c'est des balles de calibre 47 qui utilisent par exemple les Kalachnikov que l'armée camerounaise emploie. C'est là où on sera clair. Mais je dis et je continue à dire, je ne suis pas sur ce plateau pour dire qu'elle devrait être là ou là. Non, évitez de faire ce procès. Je dis, autant on veut que les magistrats aillent à l'école de la reformation, autant nous aussi, les politiciens, nous en avons besoin, autant les journalistes aussi en ont besoin. Et je dis, si Mimi n'a rien fait, c'est une mauvaise chose qu'on la libère, parce qu'on a besoin d'elle pour nous distiller l'information comme elle le fait tous les jours. C'est de ça que je dis. Ok. Donald Brice, oui. Vous brûlez d'envie de rebondir. C'est... En ce moment-ci, je pense que le Cameroun a vu une crise qui est déjà assez profonde. Il ne faut pas rajouter. Ce sont les bandits de grand chemin. En droit, ce sont les bandits de grand chemin contre qui on prononce des détentions préventives parce qu'on a peur. On ne sait pas ce qu'ils peuvent commettre au cas où on les laissera en liberté. On ne connaît pas où ils habitent. On ne sait pas ce dont ils sont capables. Pour le cas de Mimefo, son domicile professionnel est connu, son domicile familial également connu. Ok. Bon, on va donc terminer avec cette sortie de Paul Biya, le 6 novembre. Il dit j'ai tout aussi compris que votre désir de mieux participer à la prise de décision qui engage l'avenir de notre pays, j'en tiendrai compte en ayant à l'esprit que le Cameroun de demain se fera avec vous. Je reste sur ce bout-là, j'en tiendrai compte. Pour vous, ça veut dire quoi? Une entrée des jeunes dans le gouvernement, c'est quoi? Est-ce que les gérontocrates vont laisser les jeunes entrer? Charles Lisan. Oui, ils n'ont pas le choix. Ah, ils vont laisser? Non, ils n'ont pas le choix. Cette fois-ci? Je dis, et c'est le... Pour ce mandat-ci? Ils n'ont jamais eu le choix. En fait, le problème, c'est, Alain, c'est parfois nous-mêmes. Ça, je vous le dis sincèrement. Je veux bien comprendre. Et quand je parle de moi, je parle du parti dans lequel je suis. Oui. C'est parfois nous-mêmes. Vous avez un jeune qui veut s'engager et qui, pour 1000 francs, 2000, 3000, préfère ne pas partir parce qu'on l'a payé. Il est difficile pour des jeunes d'être solidaires comme il se doit et aller au combat. Parce que s'il s'agit d'un combat, ces aînés-là, entre guillemets, encore qu'au RDP, on ne pratique pas la parricide, on ne tue pas les aînés. On a besoin des aînés pour nous accompagner, pour nous former, parce qu'eux-mêmes ils le disent, c'est l'avenir du Cameroun, c'est le Cameroun de demain. Mais je dis, c'est un combat qui n'est pas facile. Alors, pour aller dans ce combat, il faut qu'on ait les armes pour aller à ce combat. On ne part pas à la chasse à l'éléphant avec les guilles. Il s'agit justement d'appliquer à la lettre les principes de Sun Tzu dans l'art de la guerre. Quand vous avez en face de vous des gens qui ont fait 24 ans ministres, 14 ans, 20 ans maire, 18 ans député, et qu'ils vous voient venir, ils ne vous laissent pas venir comme vous voulez là. Alors c'est à vous les jeunes de venir avec notre manière de voir les choses. Et heureusement, les différents candidats qui sont passés au cours de cette élection, je pense par exemple à Kabal Libi, je pense à Manofon de Dufort, je pense à Achel, je pense à Somba. Et là je rejoins Donald Brice, Joshua, oui, un peu plus jeune, ont montré que non, les jeunes aussi aspirent à la gestion suprême de l'État. Et derrière ça, on a vu un engouement des jeunes. Et le président le dit justement. J'ai tout aussi compris votre désir de mieux participer à la prise de décision qui engage l'avenir de notre pays. Il a parlé. Je n'ai pas à mettre la parole de mon président en doute. Il a parlé. Je l'attends juste au tournant, comme on dit au quartier. Alors, qu'il applique donc... Non, on reste donc sur... Il dit, j'en tiendrai compte. Il tiendra compte. C'est donc quoi? L'entrée au gouvernement, il va faire avec les jeunes. Il y a deux choses à faire. Il y a l'entrée au gouvernement, dans les différents postes de responsabilité. Oui. Il va faire avec les jeunes, je crois, je pense, je le souhaite. Et la deuxième chose, c'est les échéances qui arrivent. Il est inadmissible qu'on ait un conseil municipal. On va investir beaucoup de jeunes. Il est inadmissible qu'on ait un conseil municipal à Douala 2 où je suis, qu'il n'y ait qu'un seul jeune au conseil municipal. Il est inadmissible. Okay. Il est inadmissible que dans un conseil municipal de 61 personnes, qu'il n'y ait pas de jeunes. Donc, il faut bien qu'on pense aux jeunes. Il faut bien que les jeunes eux-mêmes c'est-à-dire s'arment de... Votre discours est en train de passer. Ça me fait vanter. Oui, non, je sais un truc qu'on dit tout le temps. Non, je dis qu'ils vous écoutent. Oui, qu'ils écoutent et que les jeunes sachent qu'il est temps pour eux... Les vieux de votre parti vous écoutent. Mais c'est un problème. Ils savent ce qu'on... Non. Ils voient votre plan. Il n'y a pas de procès entre les vieux et les jeunes de l'ODPC. Non, c'est pas de procès. On s'entend très bien. On s'entend très bien et ils savent que non. Ils savent que c'est en octobre là.
sentent que vous voulez les bousculer. On va les bousculer. Ah, On va ok. faire avec eux, il faut qu'ils tiennent la main. Les Ok. vieux ne sont pas à chasser, et les jeunes pensent, et les vieux pensent aussi aux jeunes. Non, mais ça, Jonathan Donabé. il faut faire attention, extrêmement attention à ce que j'allais en train de dire. Non, il y a deux paliers. Il y a la promotion au poste de responsabilité, il y a maintenant l'efficacité. Nous sommes dans un système présidentialiste, donc on disait hyper présidentialiste. Tel que le système fonctionne actuellement, si vous nommez même tous les jeunes Camerounais ministres, ils ne seront pas efficaces. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de conseil de ministres qui sont des cadres d'orientation stratégique, Il y en a. des cadres d'évaluation, d'auto-évaluation et de projection. Il n'y en a pas. Lorsque vous travaillez sans évaluer, vous attendez quel résultat? Les ministres n'ont pas de pouvoir au Cameroun. Il n'y a qu'à voir l'exemple le plus patent sur le Premier ministre sur la crise anglophone. Le poste de Premier ministre est vide. Il faut d'abord trouver un contenu au poste de responsabilité. Ensuite, le deuxième palier viendra. Ok, merci. Rapidement, quelques secondes. On arrive au terme rapidement. Yes, I think looking at the issues of youth as we're talking here, I keep on saying that my good friend over there, you know, the way he speaks, you think that all is well. You understand? Okay. These are guys who come to deceive people on platforms like this. You understand that not they work with youth. I have a handful of friends who are from the CPDM, the YCPDM section, ORG that they say, who complain. And that is a more reason. Let me tell you the truth that he does not know. Oui, rapidement. Just to go rapidly, there's a reason why the Congress did not take place. But he understands. I don't want to say it here. Okay. I mean the CPDM Congress, you understand? Okay. Youths were eyeing a lot. So I don't want to go into that. The truth is that youths have to work, but they are not given a chance to work. And so let's just follow it the way it is. Oui, rapidement, Albert. Disons que oui. Le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que oui, il faut qu'on ouvre les portes aux jeunes, pas seulement au gouvernement, ni dans l'administration centrale, qu'on leur donne les moyens de pouvoir s'autonomiser. Surtout les moyens, surtout. Mais surtout, qu'il y ait une évaluation. Mais surtout également, parce que nous avons aussi des jeunes qui sont malhonnêtes. Hein. C'est-à-dire, quand ils gèrent une structure, ils utilisent cet argent pour d'autres fins. À cause de l'impunité. Merci, chers messieurs. Merci, chers messieurs, d'être venus. Madame, messieurs, c'est ici que prend fin ce numéro dernier de la semaine. Equinox Soir. Rendez-vous lundi, 19h. Rediffusion pour cette édition, 23h GMT. Il sera minuit à Guider. Non, mais Charles, est-ce que ce n'est pas vrai?